Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Learning by Doing, le rendez-vous de celles et ceux qui font de l'apprentissage le moteur de leur équipe. Je suis Baptiste Bénézé, cofondateur de Team Bakery, une jeune entreprise qui aide les équipes à mieux travailler ensemble. Dans cette émission, je pars à la rencontre de femmes et d'hommes de conviction qui pensent que l'épanouissement au travail passe par la curiosité, le test, l'erreur, l'échange entre pairs. Mon objectif pour les prochaines minutes est de vous embarquer avec moi pour comprendre les enjeux actuels de l'apprentissage au sens large, pour mettre en lumière les recettes qui ont fait leurs preuves, pour décrypter les tactiques et les bonnes pratiques d'acteurs à la pointe sur le sujet. En espérant vous inspirer dans votre démarche d'apprentissage, je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Clément, comment vas-tu ? Bonjour, ça va et toi ? Ça va plutôt bien. Donc Clément, tu es le CEO de Edflex, qui est une EdTech, qui est spécialisée effectivement sur des sujets d'open education. Donc on va parler un petit peu de cette nouvelle mouvance dans le domaine de la formation ensemble. L'idée, c'est qu'on revienne sur les prochaines minutes sur ton parcours, sur l'aventure Edflex aussi, parce que vous êtes créé en 2016, on est en 2022. Je pense qu'il y a eu pas mal de choses qui ont évolué chez vous et surtout du positionnement que vous avez actuellement, et notamment un positionnement que je trouve assez unique dans la curation de contenu et dans l'ouverture aux actions de formation, pas seulement aux collaborateurs, mais on va dire au cercle un peu élargi des collaborateurs, de leur famille et de leur réseau proche. Je suis ravi de t'accueillir et pour commencer, je te demanderais peut-être de te présenter, de compléter la rapide introduction que j'ai fait sur toi, sur ton parcours. Ouais, merci en tout cas de l'invitation. Donc, moi Clément, donc j'ai 30 ans, j'ai créé Edflex il y a maintenant 6 ans. En fait, à la sortie de mes études, avec 2 amis, pendant qu'on était en études, on était en alternance, en complément de notre master on avait, tous les 3 une passion en commun qui était l'entrepreneuriat. Donc on a eu plein d'idées de projets pendant nos études et cetera et on travaillait dans des grands groupes au-delà de nos études respectives et de nos spécialités, je vais prendre mon exemple, j'étais en communication, j'étais au service communication d'un grand groupe. Je m'intéressais à tous les contenus autour de l'entrepreneuriat je me suis rendu compte qu'il était compliqué de trouver du contenu sur ce sujet-là dans le cadre de la formation dans l'entreprise dans laquelle j'étais. Alors il y a la formation quand je cherchais sur les outils qu'avait l'entreprise, il y a la formation quand je demandais à mon manager si je pouvais trouver des contenus. Bref, au final, mon réflexe allait, être souvent d'aller, sur Google chercher du contenu comme beaucoup, de ceux qui, à mon avis, nous écoutent, hein. Le premier réflexe qu'on a aujourd'hui, c'est quand même plus d'aller sur Google ou YouTube que d'aller, demander à son service formation si on travaille dans une entreprise pour, terminer sur cette petite anecdote, on a eu l'idée de créer une solution qui s'appelle aujourd'hui Edflex, qui rassemble tous les meilleurs contenus du web, d'internet dédiés à la connaissance avec des podcasts, des articles, des vidéos, des webinaires. Bref, toutes les ressources qu'on retrouve sur internet, on les a mis au même endroit, on les a triées, on les a hiérarchisées, on les a structurées pour pouvoir répondre à des, besoins de montée en compétences dans les entreprises. C'est top, moi je trouve ça passionnant. Alors, ce que je trouve hyper intéressant, ce que tu racontes, c'est que ça part d'un besoin original et effectivement sortir un peu du schéma, j'allais dire traditionnel ou théorique, de la salle de classe, quand on est en formation. Aujourd'hui, comment vous vous positionnez un peu sur sur ce secteur ? Il y a beaucoup d'acteurs. Il y a des grands noms qu'on connaît tous. Il y a des gens qui font encore du présentiel. Il y a des catalogues type LMS, donc Learning Management System, où tu peux. Alors, je sais pas s'ils répliquent exactement l'ensemble de la diversité que tu vas trouver sur Internet, mais comment vous positionnez par rapport à ça ? Et surtout, tu me parlais. Enfin, le sujet de la curation me semble aussi hyper intéressant. Donc déjà dans votre positionnement, et puis après on creusera un petit peu sur effectivement comment vous sélectionnez ces contenus, comment vous êtes organisé aussi pour répondre aux besoins de vos clients. Ouais, en fait, nous, la vision qu'on a, avec Edflex, c'est qu'aujourd'hui, on a pour ambition, de développer tout ce qui est open education. Tu le citais d'ailleurs dans ton introduction. Alors ça parle peut-être pas à tous ceux qui nous écoutent. L'open education, c'est quoi? C'est le fait qu'aujourd'hui, tous les contenus qui sont open, donc c'est-à-dire qu'ils sont accessibles et on sait que grâce à internet, on en a de plus en plus, on peut les mettre au service de l'éducation et de la formation. Donc ça, c'est notre vision, notre mission, notre ambition de développer ça avec des grandes entreprises ou plus petites structures. On travaille avec vraiment pas mal de clients sur plein de thématiques différentes. Et concrètement, qu'est-ce qu'on fait chez Edflex et comment ça fonctionne? On vient voir un service formation, on vient voir un service RH et on lui dit qu'on va l'aider à développer l'open education pour qu'il évite de recréer du contenu
pour tout et n'importe quoi, si je peux me permettre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a un service formation, on a l'habitude depuis des années de créer du contenu, de le mettre à jour, de payer pour du contenu qui coûte très cher au final en ressources, en argent et en temps. Alors que nous, on est persuadés qu'en allant chercher les bons contenus, en les mettant, au final en musique en quelque sorte et en les poussant aux salariés avec différents formats, ce qui est la curation de contenu et non pas la création, on est capable de diffuser de la formation sur à peu près toutes les thématiques, transverses dans les entreprises. Je vais essayer de te reciter un exemple très concret, heu, comme tout à l'heure sur mon histoire et sur l'anecdote que je te citais, on a eu une histoire il y a 2 semaines, un client qui est venu nous voir et qui nous a dit: j'ai besoin, d'accompagner mes équipes, sur les feedbacks. Sujet assez classique dans les services formation et historiquement, cette entreprise-là créait vraiment du contenu sur le feedback ou achetait du contenu sur le feedback. Alors qu'au final, aujourd'hui, en allant chercher les bons contenus au bon endroit, on peut trouver la vidéo qui va bien, l'article, qui permet de compléter et puis, il y a peut-être même un cours en ligne sur le sujet. Et donc c'est un exemple concret de curation de contenu pour remplacer parfois ou pour compléter la création de contenu. Super clair. Et du coup, alors, c'est intéressant, ce sujet de la curation, parce qu'il y a un peu le sujet de. euh, alors, moi, j'aime bien les métaphores culinaires, mais trouver la bonne recette pour que ça fonctionne sur ce format-là. Alors, le format MOOC, donc aujourd'hui, effectivement, cours en ligne. Je sais pas s'il est décrié, mais en tout cas, effectivement, il y a eu une sorte d'apogée, je sais pas quelle année, on va dire 2016, 2017, 2018. On s'est rendu compte qu'effectivement, un MOOC fonctionne bien si on a des participants très impliqués et si on trouve des mécaniques aussi pour créer de l'adhésion à ce qui se passe. Aujourd'hui, pour toi, si tu devais citer un peu les ingrédients clés, la bonne recette pour la mise en place d'un programme, parce que je pense que vous fonctionnez, vu que vous agrégez, ça doit être un fonctionnement en programme avec quelque chose de, je sais pas si linéaire ou en tout cas séquentiel. C'est quoi les bonnes séquences? C'est quoi les choses auxquelles faire attention Ouais. quand on conçoit, alors en utilisant peut-être votre solution, mais de manière plus globale, c'est quoi les ingrédients clés que vous essayez d'avoir à chaque fois dans ce que vous mettez en place? Ouais, alors, en fait, pour faire de la curation, que ce soit avec Edflex ou demain, hein, si vous êtes, dans un service de formation et que ça vous intéresse, tout le monde peut faire, au final, de la curation. Ce qu'il faut faire, c'est, commencer par sourcer, au final, les bons éditeurs. Alors, par éditeur, ça peut être, aller trouver le bon youtubeur qui fait des vidéos sur de la bureautique. Parce que oui, aujourd'hui, il y a des super youtubeurs, si on sait aller les chercher, qui, produisent des vidéos gratuites sur le sujet de monter en compétences sur Excel ou d'autres outils. Donc c'est aller chercher des éditeurs, aller les sourcer, ça va être aussi des blogs, ça va être des articles, ça va être peut-être, des plateformes de cours en ligne. C'est-à-dire, tiens, Open Classrooms fait des bons cours, on le met dans notre curation, dans en tout cas ce qu'on va aller regarder au quotidien. Donc ça, c'est le premier travail de sourcing en quelque sorte que nous, avec Adflex, on a fait depuis maintenant plusieurs années, hein. On a aujourd'hui plus de 5 000 sources référencées où on va aller du coup regarder régulièrement et vous pouvez faire pareil si vous vous lancez dans la curation, regarder ces sources et pouvoir du coup, regarder les contenus qui sont de qualité. Donc une fois qu'on a, cette curation qui a été faite, nous parlions d'une technologie qui nous permet de détecter des contenus populaires, donc ça nous permet d'aller beaucoup plus vite et on va mettre ça dans des playlists, nous, comme on les appelle et donc ces playlists, c'est sur plein de thématiques. Ça va être le management à distance, la prise de parole en public, monter en compétences sur Excel. On couvre 230 compétences et ce qui est, assez, intéressant quand on fait de la curation, c'est que régulièrement on peut mettre à jour des contenus et c'est très «frais» entre guillemets, j'aime bien utiliser ce terme-là, parce qu'on peut aller remplacer, tiens, il y a une nouvelle vidéo plus intéressante sur le sujet, on va remplacer la précédente et encore une fois, on n'a pas besoin de recréer. Donc pour résumer, trouver, les bons éditeurs, trouver les bonnes sources, aller regarder régulièrement, s'il y a des nouveaux contenus et mettre tout ça, nous, comme on le dit, dans des playlists, dans des parcours, hein, si on réfléchit justement à créer des parcours sur le sujet et après tout ça, on l'intègre dans des outils et nous, c'est notre vision chez Headflex, dans des outils du quotidien. C'est-à-dire que nous, on est persuadés que la formation aujourd'hui, si on veut que ça marche, si on veut qu'il y ait de l'engagement, c'est tout le sujet des services de formation, ça doit être dans le quotidien du salarié. Le quotidien du salarié, c'est rarement son LMS, même si on aimerait bien quand on est dans un service de formation. C'est plutôt, Google, Microsoft Teams, Slack, ces nouveaux outils, hein, qui se sont développés avec le covid et nous, on est persuadés que si on pousse le contenu dans l'outil du quotidien ou qu'il y a des applications, des intégrations où on va aller pousser les playlists, on va aller pousser du contenu de formation, on va développer un engagement fort, on va donner envie de se former, on va faire gagner du temps. Donc nous vraiment on intègre ça dans les outils du quotidien pour pas avoir une plateforme par-dessus une autre plateforme qui est un peu toute la problématique qu'on peut rencontrer quand on regarde toutes les solutions qui existent. Je veux bien creuser ce sujet outils. Est-ce que tu aurais un exemple de comment,
Par exemple, bah, tu intègres un parcours sur, allez, au hasard, le management à distance dans un Slack ou un Teams. Alors, je pense que c'est Teams que tu Ouais. donnais comme exemple. Concrètement, c'est quoi? Il y a un canal spécifique sur ces sujets-là? Il y a... Ouais, en fait, il y a 2 choses. Donc nous, on a chez Headflex, on a des extensions, des intégrations comme on les appelle. Donc typiquement, sur un Teams ou sur un Slack, tu peux télécharger la petite application Headflex qui te permet d'avoir une expérience directement où on va aller te pousser du contenu, où tu vas pouvoir consommer tous les meilleurs contenus qu'on a déjà sélectionnés. Ok. Donc ça, c'est une app intégrée et après, en fait, on a développé un système qui est, en général, quelque chose qui séduit beaucoup les apprenants, les utilisateurs. C'est un chat en direct avec nos équipes et là, on aime bien se positionner comme, alors, les équipes produits n'aiment pas que je dise ça, mais une conciergerie de la formation, une extension du service formation, mais c'est quelque chose qui plaît beaucoup parce qu'à tout moment, tu vas pouvoir, plutôt que d'aller faire une demande à Google, sur ton outil du quotidien, dire: «Tiens, je sais pas, je prends la parole en public, j'ai besoin de mieux maîtriser mes émotions, plutôt que d'aller chercher du contenu, d'aller le demander, directement écrire à nos équipes qui vont te pousser le contenu qu'on a déjà sélectionné, donc qui te font gagner du temps et qui te répondent en quelques minutes parce qu'ils sont accessibles à tout moment. Et ça, c'est une vraie valeur ajoutée parce qu'on est dans le quotidien, on fait gagner du temps et au final, assez facilement, le collaborateur commence à développer des usages. On aime bien dire c'est le réflexe Headflex. Alors, un jeu de mots assez basique, mais qui marche, on le retient assez souvent. Et du coup, tu as ce réflexe du coup de dire: «Tiens, je vais aller demander à Headflex un contenu et je sais que le contenu est de qualité parce qu'en plus c'est l'humain qui me l'a envoyé, c'est pas juste un robot». Et donc là, tu as un Hmm. channel où tu peux parler avec Headflex. Ok, c'est très clair, merci beaucoup. Je reviens sur le sujet sourcing de contenu parce que je trouve ça intéressant. Aujourd'hui, comment ça se passe? Vous signez des deals avec les éditeurs, avec les propriétaires du contenu, ou c'est juste du référencement et tu disais s'il y a un truc plus récent, on change, on met autre chose. Ça se passe comment au niveau, En je sais fait, pas, référencement dans votre plateforme? ouais, c'est souvent la grande question qu'on peut se poser aussi sur J'imagine. la propriété intellectuelle, les droits d'auteur, on est aussi sur ces sujets-là. Donc ça, on gère. C'est-à-dire qu'il y a 2 choses, nous, chez Headflex, quand on référence, et c'est le terme des contenus, on les rassemble au même endroit. C'est un, quand on va aller regarder une source de contenu, je reprends l'exemple du youtubeur, qui fait des tutos sur de la bureautique, on va aller regarder si on a le droit d'utiliser son contenu. Donc ça, il y a tout un cadre, hein, on a des équipes en interne qui sont spécialisées. Cadre légal qui est de dire, bah, est-ce que c'est une licence Creative Commons? Est-ce que c'est complètement libre de droit? Est-ce qu'on n'a pas le droit de l'exploiter sans avoir l'autorisation de l'auteur? Tout ça, on le vérifie et donc on s'assure qu'on a le droit d'utiliser pour la partie gratuite des contenus d'internet, les contenus, qui vont du coup revenir après sur Redflex. Tout ça étant après accessible au même endroit, pour simplifier l'accès. Donc ça, c'est le la 1er élément et le deuxième élément, c'est qu'on va aussi avoir, une brique qu'on appelle, marketplace, mais qui au final est l'agrégation des meilleurs contenus payants. Et donc Ok. aujourd'hui, on gère tout de bout en bout, du tuto YouTube, qu'on va aller chercher, qu'on va aller pousser, qui est gratuit, mais le terme gratuit ne veut pas dire que c'est pas de qualité et souvent, c'est un peu mon combat. Je dis: «C'est pas parce que les contenus sont gratuits qu'ils sont pas bons». Il y a des très bons contenus, gratuits, il faut juste aller les chercher, jusqu'au contenu payant. Et là, on pense, bah, à toutes les plateformes de cours, payantes ou d'accès payant, où là, on va gérer aussi la curation et on va dire après à nos clients: «Qu'est-ce que vous voulez? De l'acculturation jusque la formation, on vous accompagne. Dites-nous où vous voulez mettre le curseur». C'est hyper intéressant ce point-là et je trouve que ton exemple du youtubeur qui va vulgariser un sujet ou qui va être expert du sujet est très parlant. Alors, à titre personnel, et on le voit de plus en plus dans le domaine de la formation, il y a un phénomène de fond, alors qui ne concerne pas que la formation d'ailleurs, qui est ce qu'on va appeler la creators economy, donc l'économie des créateurs. Le fait qu'effectivement des individus publient du contenu, en vivent de plus en plus sur Internet. Il y a une logique effectivement comment dire, se faire connaître en donnant du contenu gratuit avec de la valeur. Donc ça, je pense que vous vous retrouvez complètement sur cette partie-là. Il y a aussi une logique pour eux d'en vivre. Du coup, effectivement, c'était ma question derrière, c'est de dire, est-ce que, par exemple, dans la partie payante, c'est plutôt des gros éditeurs, type grosses plateformes, tu parlais d'Open Classroom, des choses comme ça, que vous référencez, ou est-ce que vous avez des individus aussi, des créateurs qui référencent votre contenu et que vous rémunérez via Headflex? Ouais, bah, alors sur les gros éditeurs, Open Classroom est un bon exemple. On a par exemple un partenariat avec eux qu'on vient tout juste de finaliser, et qui permet, du coup, nous de référencer, d'agréger, de proposer à nos clients d'avoir du Open Classrooms, mais aussi peut-être demain du Coursera s'ils le souhaitent, et en fait de pouvoir faire un peu leur marché et d'être dans une logique où: «OK, j'ai Edflex, c'est mon partenaire pour aller faire la curation», comme tu le citais. Pour des individus, donc des experts sur des domaines, on est en train d'y réfléchir en se disant,
peut-être que demain, il y a des experts ou des influenceurs, qui sont, très intéressants. Influenceur, c'est pas forcément TikTok, ou Instagram, c'est l'influenceur sur LinkedIn, qui va en fait derrière, vendre un programme en perso ou vendre un accès à de la formation. Ça, on est en train de le sourcer, donc notre prochaine étape côté produit, qui va arriver là durant l'été, c'est d'aller sourcer les meilleurs influenceurs sur la majorité des thématiques dont ont besoin les entreprises, du marketing jusqu'au développement personnel en passant par le bien-être au travail. Pouvoir dire aussi: «On a cette brique influenceur, est-ce que vous voulez qu'on ajoute ça dans l'offre?» OK, c'est super, super clair et je pense que ça va aussi dans le sens de l'histoire sur ces sujets. Je pense que On espère, mais bon, je pense. non, mais les divisions formation, je pense que acheter des gros catalogues sur étagère sans se poser la question de comment ils seront consommés et de la pertinence du contenu, je pense que c'est un peu derrière nous. Merci beaucoup de ces précisions. Sur l'expérience, si on revient maintenant un peu plus sur l'expérience, apprenante chez vous, donc j'ai compris qu'il y avait, une sorte de méga player, en tout cas d'un un endroit où il y a plein de contenus accessibles. Comment vous suivez, bah, l'adoption, le fait que effectivement les gens qui rentrent dans un programme le suivent jusqu'au bout. Enfin, tous les, j'allais dire les objections classiques qu'on a sur le comment dire. Le learning, les learning Ouais, rates. le e-learning en général, les MOOC aussi, de dire bah en fait il y a plein de gens qui les commencent, il y a beaucoup moins de gens qui les finissent. Est-ce que cette logique de complétion a vraiment du sens dans ce que vous faites aussi? Comment vous Alors, mesurez? Alors, je sais pas, il y a des phénomènes, des sujets de NPS, de mesure d'impact. C'est quoi les métriques un petit peu que vous suivez pour vous assurer que, bah, que ça fonctionne bien et que vos utilisateurs finaux sont contents de l'expérience? alors déjà, il y a un combat qu'on mène et qu'on commence à démocratiser, en tout cas on l'espère au sein des services formation de grands groupes, c'est arrêtons de compter les heures de formation, en tout cas pour des solutions de contenu. Comptons au final les contenus consommés pour savoir s'il y a de l'engagement. Je te donne un exemple qui pareil est parlant et on va reprendre ce fameux youtubeur, sur la bureautique. Hem, Ce youtubeur sur la bureautique, s'il a fait 10 minutes, il a fait une vidéo de 10 minutes sur un sujet pour, apprendre à faire un tableau croisé dynamique, on va prendre l'exemple de base. Peut-être qu'en fait, j'ai juste besoin d'une minute 30 sur cette vidéo pour comprendre et je vais savoir d'ailleurs où aller exactement, ce qui Netflix va m'aider et c'est la minute 30 où, ce qui est avant, ce qui est après ne m'intéresse pas, qui vont faire que je monte en compétence. Donc si on s'arrête à 1 minute 30, en se disant: «Bah tiens, Clément a consommé 1 minute 30, c'est qu'il est pas engagé», si on vraiment s'arrête sur cet exemple, bah, on se dit que ça marche pas alors qu'en fait j'ai appris quelque chose avec, en très peu de temps, une vidéo sur un sujet. Donc nous, ce qu'on va regarder, pour te répondre de manière, très, concrète, c'est la consommation de contenu. Donc on va regarder combien de contenus sont consommés, sur quelle thématique, pour pouvoir guider au mieux les services de formation et guider au mieux les apprenants. Et nous, notre service en général plaît bien dans le sens où il permet aussi d'identifier les grandes tendances. On vient sur Edflex un peu on va dire en open bar, en open access, c'est-à-dire que je viens, je consomme et on me laisse consommer autant que je le souhaite sur toutes les thématiques. Ça, c'est vraiment ce concept aussi d'open education, d'aller, couvrir toutes les thématiques pour se dire: «Bah, tiens, en fait, tout le monde est en train de regarder du bien-être au travail. Peut-être qu'il faut qu'on organise une session sur le sujet en présentiel» et là, tu vas faire le lien avec des actions, plus globales d'un plan de formation. C'est là où c'est intéressant, donc consommation de contenu plus que temps de formation et ça, c'est un vrai combat même si, c'est pas encore gagné et que je pense qu'il y a encore quelques années devant nous où on va quand même regarder, les heures de formation dans les services formation. Mmh. Je te rejoins dans ce combat. Si tu montes une ligue, j'en ferai partie. Eh bien, parfait. Heu, autre point qui est, je pense, lié à, effectivement au format des programmes, qui est du format contenu, c'est comment tu, fais connaître ce contenu, comment tu invites à la consommation aussi. Et ma question derrière ça, c'est est-ce que tu as aussi, hem des facteurs clés de succès, tu vois, dans le déploiement des programmes Edflex chez vos clients? Alors, je sais pas si tu aurais 1 ou 2 exemples à nous citer, des choses qui ont bien fonctionné et dans ce qui a bien fonctionné, bah, c'est quoi les bons déclencheurs qui ont fait que, bah, il y a eu de la prise de connaissance de ce que vous faites, il y a eu de la consommation, il y a eu de la satisfaction des utilisateurs? Voilà, Ouais. sur ces 3 étapes-là, comment vous organisez dans des phases de déploiement, Alors il y a 2 chez une structure? ouais, il y a 2 sujets clés, intégration, communication. Ce que j'aime bien dire, c'est, en fait, quand on le sait tous dans le monde de la formation, on peut acheter plein d'outils, on peut avoir toutes les meilleurs outils du monde, un peu comme partout. S'il n'y a pas de communication et s'il y a une mauvaise intégration, personne n'ira, ça marchera pas et ça on aura perdu de l'argent. Donc, nous, les bonnes pratiques, c'est, bah, déjà, en fait, quand on travaille avec un nouveau client potentiel, de dire: «OK, on va regarder votre écosystème, où se connectent vos apprenants?» Et vraiment, on a aussi, alors ce combat, tu vas me dire qu'il y a beaucoup de combats, qui est de dire: le LMS, attention, ce n'est pas le seul,
points d'accès pour accéder à de la formation et vraiment ça, c'est quelque chose qui est en train de changer. Le LMS est en effet le plateforme de formation et l'outil qui va centraliser la formation, ça c'est clair, ça le restera. Et aujourd'hui, le premier outil de formation et je le redis, c'est Google parce que, le premier outil dans l'entreprise où on va aller chercher de la connaissance, c'est Google parce qu'on va avoir l'habitude de le faire. Donc nous, on regarde l'écosystème en place. Donc imaginons, on va citer, quelques partenaires Netflix, 360 Learning, RiseUp, ou ce type de solution. Hem, Ce qui se passe, c'est que si le client a ce type de solution, on va déjà intégrer les contenus ici. Donc on va se dire: «OK, on intègre, vous allez pouvoir donner accès à vos apprenants et vous allez pouvoir aussi avec vos équipes formation pouvoir alimenter des parcours grâce à toute la base qu'on a à disposition». Gain de temps et ça plaît beaucoup. Et puis après on va regarder les outils du quotidien comme je disais tout à l'heure. Vous avez Teams, OK, très bien. Donc allons installer l'application Teams et regardons, comment on va bien intégrer ça pour que ça soit fluide. Ça, c'est l'étape phare, l'étape clé et une fois qu'on a intégré, on communique. Donc nous, on a l'habitude de faire des webinaires. Alors avant, on faisait des événements présentiels, maintenant c'est le covid, est presque derrière nous, on l'espère, c'est toujours plus compliqué de rassembler, beaucoup de monde en présentiel. Donc on fait des webinaires de lancement qui marchent en général très, très bien, en expliquant qu'on va, et on joue sur les bénéfices, faire gagner du temps aux salariés et on va l'aider dans son quotidien. C'est pas juste on vous a mis un catalogue, voilà du contenu à dispo, vraiment l'avantage d'avoir un outil qui va vous faire gagner du temps et on va vous expliquer comment. Donc on fait ce webinaire de lancement et après, on sait qu'il faut communiquer régulièrement. Donc nous, on a l'habitude, un peu comme le fait Netflix, de prévoir les sorties. On s'inspire, des codes qui fonctionnent, les nouveaux contenus à la une, le top 10 en France, des sélections mensuelles dédiées à l'actualité et en fait, tout ça fait qu'on anime et un peu comme un Netflix, hein, pourquoi on y retourne sur Netflix pour ceux qui ont l'application? Parce que Netflix communique, régulièrement avec de la notification en disant: «Tiens, il y a des nouveaux contenus, il y a, la saison, 4 de Stranger Things qui sort». Enfin bref, on a l'info et à côté de ça, sur Netflix, on a envie des fois de relancer l'appli parce qu'on se dit: «Tiens, qu'est-ce qu'il y a de nouveau d'intéressant?» Parce qu'à chaque fois, il y a une nouvelle expérience et nous, on s'est inspiré de ça, mais lié au contenu de formation avec différents formats, différentes thématiques. OK, super clair. Et au niveau des canaux, tu parlais des webinaires, effectivement, c'est plutôt occasionnel. Sur ces canaux, de communication éditoriale, dire, au top cette semaine, c'est quoi? C'est du mail essentiellement? Ouais, du mail, même si ça marche quand même de moins en moins. Du mail, du Teams, c'est-à-dire quand on est intégré dans Teams ou dans Slack, on peut communiquer avec une petite notification qui dit: «Voici la nouvelle sélection». Là, en général, on a des forts taux d'engagement, même plus que par mail, parce que c'est vraiment l'outil, au quotidien qu'on a pour aller faire nos visios, échanger avec ses collègues et cetera. Donc on va potentiellement cliquer, hein, dans 2 cas sur 3. Et puis, après on réfléchit toujours à tous les meilleurs moyens de communication. Et on est en ce moment en train de regarder le canal, SMS, le canal WhatsApp, en se disant pour certaines industries, notamment, où il y a des difficultés d'accès à ces outils comme Teams ou une boîte mail parce que c'est des populations qui n'ont pas forcément ces accès-là. On regarde pour WhatsApp ou par SMS comment pousser des sélections pour aller toucher les apprenants. Donc tu vois, il y a un vrai travail qui est fait sur, quel est votre écosystème et comment on va aller toucher votre apprenant dans son quotidien. Mmh. Est-ce que là-dessus, tu aurais un exemple de déploiement où vous avez, eu cette approche, alors, au niveau, effectivement, bien prendre le temps de regarder et puis, peut-être canaux un peu plus, Ouais. originaux, je sais pas, en tout cas des configurations de dire: «Ah ouais, là, faut qu'on communique via ce biais parce que sinon on n'y arrivera pas». Ouais, un exemple, on a Sitel, qui est un des leaders de tout ce qui est, relations clients, c'est des call centers pour simplifier, avec plusieurs dizaines de milliers de collaborateurs dans le monde et en fait, on a eu un gros sujet parce que déploiement international en plus, de se dire: «OK, comment on va déployer localement?» Donc au-delà des webinaires et autres dont je t'ai parlé, pour communiquer avec les équipes, on a déployé 2 choses, une communication sur Workplace, qui pour ceux qui ne connaissent pas est le réseau social pro de Facebook, où en fait tous les salariés de la boîte sont sur, cet outil pour parler et donc, on vient encore une fois dans leur quotidien et dans les groupes, où ils sont et sur le fil global, un peu comme Facebook, pousser du contenu régulièrement. Donc ça, pareil, on a fait un gros travail à l'international, ça a bien marché. Et puis, on a été jusqu'à monter avec eux des phone box. Alors, ça parle de plus en plus aux auditeurs, à mon avis, c'est les fameuses box où on va pouvoir s'isoler pour faire une visio ou passer un coup de téléphone. Et on a carrément posé des phone box où il y a une tablette et où, un peu comme une salle de pause qui serait à disposition dans les call centers, on a accès à Edflex, qui sont d'ailleurs renommés l'Empower Center. Alors c'est une boîte américaine, l'Empower Center, comme son nom l'indique, pour développer ses compétences, être meilleur au quotidien, même si la traduction est un peu compliquée, elle n'existe pas en français, et qui va, permettre du coup aux salariés d'avoir accès. C'est un autre canal de communication
on a réfléchi en se disant: «Bah, tiens et comment, en fait, des personnes qui sont dans un call center, qui n'ont accès à rien et même peut-être pas Workplace, qui s'y connectent pas, on va aller les toucher». Donc on a été voir, on a été auditer et on a déployé, ces Funbox, dédiées du coup, à Edflex. Vous avez réinventé la salle de classe avec une personne dedans. Et bah, voilà, tu vois, on me l'a déjà encore faite celle-ci, mais oui, c'est ça. Et alors, voilà, c'est pas notre principale valeur ajoutée, mais c'est pour dire aussi, à ceux qui nous écoutent que, bah, il faut réfléchir. Et alors que ce soit Flex ou d'autres solutions, et moi je suis persuadé que quand on lance du digital aujourd'hui, il faut réfléchir à tous les canaux, dont des canaux, physiques pour, diffuser du Mmh. digital et pas que du mail, en se disant: «Tiens, on va envoyer une newsletter tous les mois, puis on va espérer qu'ils se connectent». Est-ce que, alors au-delà de ce que de vos solutions, est-ce que toi, il y a des initiatives en matière de learning, que ben, je vois que vous êtes assez présent dans l'écosystème, que tu as vu passer récemment? Des choses un peu en rupture, qui te semblent aller dans le bon sens, dans le sens de effectivement l'approche, plutôt centrée sur les utilisateurs finaux comme tu l'as précisé, notamment dans la partie, embarquement et communication. Des choses, enfin vraiment qui te semblent dire: «Bah, ouais, ça va vraiment dans le bon sens, c'est le futur du learning», au-delà de au-delà de ce que fait Edflex? Ouais, bien sûr, il y a une jeune start-up, que j'ai rencontrée il y a maintenant, peut-être un peu moins de 2 ans, mais on se voit assez régulièrement, qui s'appelle Microdoing. Alors je sais pas si tu connais? Qui est un produit qui est top, je trouve, encore trop peu connu. Alors c'est comme toute start-up, il faut décoller, il faut arriver à avoir ses premiers clients, et je crois d'ailleurs qu'ils sont en train d'avoir de belles références, qui est en fait un outil qui te permet de passer à l'action, comme ils disent, et en fait de pouvoir, donner des micro-actions, de distribuer des micro-actions pour mettre en pratique, et ça va faire le lien en plus avec les connaissances. C'est pour ça qu'on est ultra complémentaires et qu'en général, on aime bien échanger ensemble. C'est que, bah, nous, ça va être de la connaissance, mais à un moment, c'est bien sympa d'avoir de la connaissance, mais il faut la mettre en pratique, il faut de la compétence, enfin, il faut monter en compétence. Et eux, leur application, elle permet, et c'est un outil aussi disponible sur ordi, elle permet, de distribuer des actions, et en fait de les évaluer et de voir le nombre de micro-doing, donc de micro-actions réalisées par un salarié sur un sujet. Et bah, on peut reprendre l'exemple du youtubeur, sur Excel. Je peux avoir regardé la vidéo, mais au final, je l'ai regardé 1 minute 30, j'ai rien appris. Bah, le fait d'avoir un micro doing me permettrait, si c'était en place, de dire: «Bon, OK, je vais aller faire l'action de tester le tableau cross dynamique, je vais le déclarer», ou alors on va me le demander en disant: «Tiens, déclare-moi ça», et on va pouvoir traquer du coup les compétences acquises, et pouvoir, du coup en dire plus sur le fameux, ROI des actions de formation, qui est aussi le sujet, hein, dans le monde du learning, de se dire: «OK, comment on valide qu'il y a une vraie compétence derrière, au-delà de regarder des contenus?» Et je trouve qu'elle est sympa, Mmh. cette startup. En plus, les fondateurs sont très sympas, donc je vous recommande de prendre contact avec eux et de découvrir cette solution, parce qu'elle est vraiment bien. Je n'ai pas de part dans leur société, on n'a pas de voilà, c'est vraiment une super solution. On on va les on va les contacter aussi pour discuter avec eux parce qu'effectivement ce genre de solution semble aller, dans le bon sens. Tu parlais du ROI de la formation. Moi je trouve que c'est un sujet, sur lequel on pourrait s'arrêter un petit peu plus, parce qu'effectivement c'est un peu comment dire? C'est le sujet qui revient très régulièrement, c'est comment effectivement on calcule ce ROI-là. Heu, alors il y a on va dire si on prend je sais pas, il y a un engagement, quasiment sociétal de l'entreprise de former ses salariés. Heu, mais au-delà de ça, comment on arrive à mesurer l'impact, des actions qu'on met en place? Est-ce que toi, enfin ça fait, un peu plus de 6 ans que vous existez, je crois? Ouais, c'est ça. Est-ce que toi, tu as vu les choses évoluer et aujourd'hui, tu dirais, c'est quoi les facteurs à prendre en compte pour bien mesurer, l'impact des actions de formation, des programmes qu'on lance et mesurer aussi le risque qu'on prend à lancer des choses qui seraient pas utilisées ou qui, enfin voilà, qui ne décolleraient pas? Ouais, bah, déjà, il y a une première réponse, c'est que nous, on est persuadés que le marché l'est de plus en plus, que ça sert à rien d'espérer que plus de 20 d'une entreprise se connecte sur des solutions de contenu régulièrement. C'est triste, mais c'est la réalité. Et donc du coup, nous typiquement, quand on vient nous voir et on nous dit, «On est, 80 000 salariés, faites-nous
un un devis, ça nous intéresse, on ne fait jamais de devis sur 80 000. On te dit: «On va faire jusqu'à 16 000» parce qu'on pense qu'on va déjà devoir commencer à démocratiser l'outil et si on signe 80 000, bah, ça vous allez considérer que ça vous a coûté trop cher et vous allez pas être satisfait, nous non plus et demain on travaille plus ensemble. Donc ça, je pense que c'est une évolution des pratiques par rapport à ce qu'il y a eu avant où, bah, tu achetais et c'est encore beaucoup le cas, hein, tu achetais pour toute la boîte du contenu et puis tu payais une fortune et en plus, assez, régulièrement, bah, tu avais acheté une solution de contenu et puis tu avais la moitié de l'entreprise qui, bah, 6 mois plus tard avait trouvé une autre solution qui était bien mieux et qui disait: «Bah, non, pourquoi on n'a pas des accès sur cette solution?» Donc le ROI déjà, c'est se dire: «OK, combien de personnes sont vraiment aujourd'hui» et moi, je suis vraiment sur la solution de contenu un peu sur étagère, hein, en libre accès plus que la formation, sur mesure quand, je dis ça, mais OK, des fois, il y a des formations réglementaires, là, c'est toute la boîte qui va, être obligée de faire et 100 de l'entreprise ce module ou ces modules. Mais sur du contenu en libre accès, 20 c'est un bon chiffre et nous, on calcule le ROI en se disant: «OK, combien de contenus ont été consommés? À combien ça revient la consommation de contenu par rapport au prix?» Et alors tout à l'heure, je te disais, on regarde pas les heures, mais on les regarde pour ça, pour le ROI. Combien d'heures au final ont été consommées? Et on est capable de te faire un calcul qui est assez simple, qui est de te dire le ROI d'Edflex, c'est que vous avez pu diffuser, X milliers d'heures de formation pour X milliers d'euros auprès de X milliers de collaborateurs et vous êtes à un coût, et nous aujourd'hui c'est notre coût, à moins de 10 € par heure de formation. Et donc quand on est un spécialiste de la formation, on connaît plutôt bien ces chiffres. Le présentiel en général, c'est bon tarif d'avoir entre 30 et 40 € de l'heure. Le digital learning, on est plutôt à 15 € de l'heure. En tout cas, c'est ce que nous, on observe et on entend du marché quand on est dans des grands groupes. À 15 € de l'heure, c'est dans les prix du marché. Et nous, on essaie d'être en dessous de 10 € en disant, ben voilà, pour la même niveau de service, voire mieux, avec des contenus différents, open source, vraiment, qui vont nous permettre de donner envie de revenir. On est à moins de 10 € et, c'est comme ça qu'on accompagne nos clients. Après, on n'a pas encore complètement craquer entre guillemets le système. C'est-à-dire que je pense que personne n'est capable aujourd'hui, pour être transparent, de te donner le ROI concret, l'impact concret et autres. Et bon, c'est j'ai hâte de voir les années à venir. Peut-être que quelqu'un aura la solution. Donc chacun, c'est un peu ses méthodes. Ouais, mais elle est hyper intéressante ta méthode parce qu'elle est hyper, quanti. Sur le quali, est-ce que vous faites des alors, je vais pas parler du NPS parce que je pense que le NPS c'est pareil, je pense on peut le mettre derrière nous. En tout cas, on connaît les On le limites suit de quand ce même, nous, genre mais de ouais. ouais, On je le pense que suit, c'est mais bien de oui, le ouais. suivre parce que c'est un standard. Donc le NPS et le Net Promotion Score, c'est à quel point, l'expérience que tu viens de vivre, tu la recommandes, à l'extérieur. Qui est aussi en fait, alors si tes clients ont des BU en service client, ils sont aussi, ça s'appelle le Delta Sat chez certains clients. C'est très très suivi, donc c'est bien, on parle la même langue. Mais au-delà de ça, est-ce que vous avez des retours plus quali? Vous faites des études d'impact, vous questionnez les utilisateurs? Il y a des campagnes que vous testez? C'est vos clients qui s'en occupent plutôt? Ouais, non, Comment ça se passe? on s'en occupe. Bon, alors comme toutes les entreprises, start-up et solutions, forcément, je vais te dire que les clients, les les utilisateurs sont très satisfaits, mais concrètement, comment ça se matérialise? En fait, tous les apprenants, donc on a 600 000 utilisateurs sur nos solutions, là, chez nos clients, peuvent, évaluer les contenus qu'on leur propose. Et donc, heu, aujourd'hui, tu as consommé un contenu que tu as trouvé sur Netflix, on te propose de l'évaluer, une note sur 5 avec un avis que tu peux déposer un peu comme sur TripAdvisor, en disant: «Tiens, voilà pourquoi ce contenu était intéressant» et tu es obligé de déposer un avis. Donc ça t'oblige quand même à qualifier au final ce que tu as trouvé intéressant. Hem Ce qui est, intéressant, c'est qu'en 2021, donc on fait le calcul une fois par an, on a eu plus de 100 000 avis qui ont été déposés par nos apprenants. Donc ça nous c'est une richesse formidable parce que ça nous permet aussi d'identifier parfois une ressource qui aurait pu passer à travers les mailles du filet, de la curation parce que et on voit qu'elle est notée 2 sur 5, bah, on va aller checker, on va se dire: «Bah, tiens, pourquoi les 2 sur 5?» On va regarder ce contenu. Mais ça nous permet surtout, et c'est le résultat en 2021, d'avoir eu une note, on a eu 4,87 sur 5 par nos apprenants sur les contenus proposés. Donc ça, c'est un élément quali qui est assez facile du coup, à expliquer à nos clients, de dire: «Bah, tiens, regardez, vous êtes tant d'apprenants qui ont déposé des avis». On a même les noms, les prénoms si vous le souhaitez, en respectant la RGPD bien évidemment. Ça rassure les clients sur la qualité du contenu, et ça nous permet nous d'avoir des retours quali sur la solution. Donc voilà. Hyper, hyper clair. Bah, écoute, bravo, parce que ça a l'air de bien avancer. Il y a pas mal de bonnes idées. Je pense que du point de vue EdTech, s'il y a des fondateurs, des patrons de EdTech qui nous écoutent, et du point de vue Learning Manager, je pense qu'il y a plein de bonnes idées. J'ai quelques petites dernières questions à te poser, plutôt sur
sur toi et tes routines d'apprentissage. Parce que tu nous en parlais au début, et la genèse vient un peu du besoin d'apprentissage que tu avais quand tu étais stagiaire ou alternant, je me souviens plus. Alternant. Alternant. Aujourd'hui, comment tu apprends? Comment tu te maintiens à jour sur ces sujets? Est-ce que tu as des routines? Est-ce que tu as des sources de contenu que tu pourrais nous partager? Comment tu fais ta veille? Ouais. 2 éléments. Pour moi, le meilleur outil de formation, c'est Twitter. Heu D'accord. et je rêve qu'un jour Netflix puisse, on va pas dire devenir le Twitter de la formation, parce qu'on a entendu des Netflix 2, des Twitter 2, des Facebook 2, mais en tout cas que Twitter, ce que je trouve hyper intéressant, parce que je suis quelqu'un qui a fait toute une curation au final d'influenceurs, hein, sur Twitter, donc bah, au fil du temps, on va aller suivre des journalistes. Moi, j'adore la politique, bah, je suis tous les bons journalistes politiques. J'adore le sport, bah, je vais suivre tous les, journalistes sportifs sur le sujet, tous les influenceurs sur cette thématique, qui ont les dernières news, qui ont de l'info, qui vont pousser des articles. J'adore les crypto-monnaies, la blockchain, bah, j'ai les bons influenceurs et en fait, pourquoi je trouve que c'est un super outil? C'est que tous les matins et tous les soirs, en prenant le métro, bah, j'ouvre ça, je déroule 10-15 minutes et en fait l'information et au final la formation vient à moi. Genre un tweet peut-être ce soir d'un influenceur sur de la crypto-monnaie qui va me dire: «Tiens, c'était l'article à lire cette semaine, voilà l'état des lieux des cryptos en ce moment» et en fait, j'ai même pas besoin de perdre mon temps à aller chercher le contenu. Alors pourquoi je dis que je rêverais qu'Headflex ça devienne ça? Parce qu'aujourd'hui je vais pas sur Headflex, je vais plus sur Twitter, mais parce que Twitter est un outil, très, très développé notamment pour du B2C. Mais en tout cas, c'est la routine que moi j'ai aujourd'hui et je trouve qu'elle est intéressante et le deuxième élément peut-être en termes de routine qui est nouveau, en tout cas que je pratique, au quotidien depuis début 2022, c'est d'aller sur TikTok et Instagram. Alors souvent, ça peut surprendre quand on entend ça. On se dit: «Mais attends, TikTok, c'est le truc pour les ados là, c'est» et souvent même quand j'en parle au bureau, on me dit: «Mais il y a rien en formation sur TikTok» et bah oui, il y a de plus en plus d'influenceurs sur TikTok et sur Instagram et donc si on va suivre les bons influenceurs, on peut avoir de l'information qui tombe aussi directement dans notre flux et encore une fois, c'est le quotidien. C'est-à-dire que j'ouvre TikTok, bah, j'ai tous les bons influenceurs sur le sujet et bah, je vais avoir, les actus de la journée résumées en 40 secondes et cetera. Je dis pas que c'est forcément de la formation parce qu'on est toujours entre de l'information et la formation. En tout cas, moi, c'est les 2 routines qu'il faut que je trouve plein de choses et en fait, je partage assez rapidement. Je peux en mettre en favori. Je vais partager avec, un des cofondateurs avec qui on échange beaucoup sur le sujet. Je vais partager avec notre responsable marketing et ça, je trouve que c'est fantastique et c'est ce qui permet du coup, quand on suit les bonnes personnes, qu'on a fait notre propre curation par nous-mêmes sur les outils qui sont accessibles, hein, gratuitement, hein, TikTok, Twitter, Instagram, mais on peut apprendre, de manière, incroyable, contrairement à il y a 10 ou 15 ans. Je Voilà te pour mes rejoins 2 routines. complètement sur. Ouais, ouais, non, mais c'est hyper intéressant. Une petite question sur Twitter. T'es plutôt sur des. Tu suis plutôt des gens en français ou en anglais? Parce Les que moi, 2, je vois les deux. Ok. ouais. C'est- Est-ce que tu observes des choses, Ouais, bah après, c'est toujours pareil, c'est de la curation, mais effectivement, je l'ai refait récemment, plutôt tendance à suivre des gens en anglais. Je trouve que le ton est plus calme, plus posé. Ah, On Twitter a en moins France, oui, besoin ça d'être. ah, si tu suis On de a la moins. politique, c'est bon, tu peux être tendu dans le métro parce que ça peut clasher. Mais bon, ouais, Non, je mais suis c'est ça, c'est un peu le risque alors plus Twitter que TikTok et Insta d'ailleurs, c'est qu'effectivement, comme l'info est très très condensée, comme les tweets obligent à la concision, bah voilà, c'est dur mais ce d'être modéré en fait, d'être ouais, nuancé. mais ce qui est pas mal, tu vois, c'est là où j'adore, Twitter comme outil de formation au final, routine. C'est que moi, ce que j'adore sur Twitter, c'est de pouvoir, avoir le bon article qu'on m'a poussé et Hmm. au-delà de lire le tweet, d'avoir au final ma propre curation plutôt que de taper sur Google, actualité politique et puis de chercher pendant des heures le contenu qui au final est peut-être pas celui que j'ai envie de lire. Et deuxième point, je te rejoins complètement sur TikTok et les reels sur Instagram, qui en plus en ce moment sont vachement mis en avant. Tout est question de curation, parce qu'effectivement, la première fois que tu ouvres TikTok, t'as mal aux yeux ou tu te retrouves. Il y a un Bah, gros tu problème beaucoup avec TikTok, d'ados. c'est que t'as beaucoup d'ados et puis surtout, enfin moi je sais pas comment tu fais, mais moi je mets un timer à côté. C'est-à-dire que je lance un timer de 15 minutes et j'ouvre TikTok. Sinon tu te retrouves aspiré, c'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont fait en termes d'économie d'attention. Ah, ils sont très, très forts et au final, si tu restes trop longtemps, tu retiens rien et il y a des études qui Mmh. disent qu'au final, ça te tend et moi, je mets aussi un timer parce que j'ai passé des samedis matins, là, quand j'ai découvert ça, à faire 3 heures au final et j'avais ma femme qui me disait: «Mais du coup, qu'est-ce que tu as regardé ce matin?» Je savais même plus. Donc Ouais. il faut quand même, pouvoir, réfléchir et être dans une logique de formation, de se dire: «Tiens, qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui?» plutôt que de dérouler un peu bêtement et naïvement. Mmh. C'est l'intentionnel versus le pure entertainment, quoi. Exactement.
Bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces pratiques. Vous nous avez expliqué un petit peu comment vous fonctionnez. J'ai une dernière question, enfin deux dernières questions. La première, c'est si on veut échanger avec toi, c'est quoi le meilleur moyen de te contacter? LinkedIn, voilà, Ok, Clément Mélin, Edflex, je suis en général assez réactif. J'essaie de l'être en tout cas. très bien. Ok, et s'il y avait une personne qu'on doit contacter pour un prochain entretien dans Learning by Doing, tu nous conseilles de contacter qui? Alors, un entrepreneur, une personne des équipes formation, peu importe. Qu'est-ce que Les deux, mon capitaine, non, mais vraiment ce qui te vient en tête, des personnes avec qui tu échanges et tu te dis, bah tiens, là, il y a un angle un peu innovant en matière de pédagogie, en matière de déploiement. Euh, ouais. Toujours intéressant d'échanger sur ces sujets. OK, bah, je te recommande Paul Foutrel, je sais pas si tu le connais, qui a monté une entreprise c'est un ancien salarié de chez nous qui a monté sa boîte et qui, s'appelle Grimp, je crois qu'on appelle ça comme ça et il est top, il a un super parcours. Lui, il a appris avec des cours en ligne, aux États-Unis. Il était entrepreneur, après il est revenu dans le monde salarié et il a monté Grim qui est un outil pour aider les étudiants à mieux candidater et il veut concurrencer Pôle emploi, donc c'est un grand défi. Il veut concurrencer les plateformes comme Indeed et il a notamment une brique, Academy, Grimp Academy, où justement il va aider des étudiants avec, une nouvelle façon au final de candidater qui se rapproche, de la façon dont on vend aujourd'hui, puisque c'était un directeur commercial quand il était, chez nous et donc du coup il applique les méthodes, de vente aux méthodes, de, candidature pour aider des étudiants. Donc tu verras, c'est un mec passionnant, je te le recommande si tu as l'occasion et je pense qu'il sera ravi. Ah bah trop bien, ça a l'air passionnant. On va lancer une invitation directement à la fin de cet enregistrement. Ça marche. Je te remercie infiniment, Clément, de ton temps, de tes insights. C'était passionnant. Je pense qu'on aurait pu encore faire 40 minutes supplémentaires. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se donnera rendez-vous pour un prochain épisode, peut-être dans 6 mois, dans un an, voir comment vous avancez sur vos sujets. Merci encore. Il me reste à te souhaiter une bonne après-midi et Yes. puis à dire au revoir et à bientôt pour un nouvel épisode à nos auditrices et nos auditeurs. Salut Clément. Salut Baptiste, merci pour l'invitation. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous souhaitez aller plus loin et commencer à développer une culture de l'apprentissage autour de vous, pensez à vous abonner gratuitement à notre sélection hebdomadaire d'outils pratiques pour animer votre équipe. C'est disponible via le lien qui est en description de l'épisode. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. C'est la meilleure façon de le faire connaître. Vous pouvez aussi nous laisser un petit mot en commentaire. On lit tout et ça nous aide beaucoup à nous améliorer au fil des épisodes. Merci encore de votre soutien et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.